les entretiens du marquis, bonjour à tous. Manipulation de Saint-Brévin, cache-sexe des scandales, Weurs, Le Maire, Schiappa, Bilango, Boyard, et je ne peux même pas énumérer toute la liste. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui aident les journalistes de la réinformation pour qu'ils puissent faire leur travail à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Zambal, Yves, Yvette Poré, Valérie Ferré-Farco, Claire Duny. Merci à eux. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, votre loyauté avec les petits pouces bleus levés, les gentils messages et puis certains diffusent sur d'autres réseaux sociaux. Merci, merci du fond du cœur. Nous avons besoin en effet d'être tous ensemble pour lutter contre cette presse aux ordres et contre ce pouvoir qui vraiment devient plus qu'inquiétant, et j'utilise un euphémisme. Je voudrais revenir sur l'affaire d'hier. Vous savez qu'ils ont voté pour les mairies de plus de 1500 habitants que notre drapeau national soit souillé par un autre drapeau, celui de l'Union européenne. Comme nous avons véritablement manifesté notre indignation, eh bien, les européistes repassent à l'attaque, et notamment le plus européiste des européistes, le journaliste de Libération, Jean Quatremer. Je me suis fendu d'un petit tweet. Rejeter le drapeau européen, c'est rejeter le projet de paix qu'il porte. C'est vouloir revenir à l'Europe des nations, n'importe quoi bien évidemment, celle qui a abouti au double suicide des deux guerres mondiales. Quand ils ne savent pas quoi dire, ils inventent des arguments. Et je rappelle notamment que ce Quatremer, bon j'ai mis une petite parenthèse pas très élégante, c'est un européiste qui défend la guerre à l'Est et qui veut déporter les natifs de Crimée, et il avait dit ce genre de choses au micro de Pujadas. De qui se moque-t-on? Maintenant nous allons passer à notre grand titre, l'affaire Saint-Brévin-les-Pins. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire, je vous rafraîchis la mémoire. Le domicile de Yannick Morez a été visé par un incendie criminel en mars dernier. L'élu se disait victime de menaces en raison de son soutien envers un projet de centre d'accueil pour migrants. Une décision qui survient après des mois de tension. Le maire d'hiver gauche de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, Yannick Morez, a annoncé mercredi sa démission après avoir été visé par un incendie criminel. L'élu est au cœur d'une vive controverse au sein de sa commune depuis plusieurs mois. Loin de moi l'idée de défendre toute forme de violence, je suis un démocrate, je suis pour le dialogue. En démocratie, lorsqu'il y a un conflit, on se met autour d'une table, on essaie de résoudre, et puis il y a les urnes. Ah, peut-être qu'il y a un problème. En effet, les Français sont contre la réforme des retraites à plus de 80%, et pourtant les élus qui sont censés les représenter ont voté cette réforme. Les Français sont contre l'Union européenne, nous l'avons vu avec le référendum de 2005, on leur a imposé cette constitution et on est en train de leur imposer le drapeau européen sur les mairies. Les Français sont contre l'accueil des migrants dans les communes, il y a eu des consultations à plus de 80% contre ces installations, eh bien de Paris, on leur impose ces accueils. Et c'est bien là où le bât blesse. Il pourrait se tourner vers le Conseil d'État. Le Conseil d'État donne systématiquement raison à Emmanuel Macron. Je ne parle même pas du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut mettre en place des référendums? Oh là là, certainement pas. Interdit. Il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Certains désespérés passent à l'acte. Est-ce que c'est le cas pour Saint-Brévin? J'en sais strictement rien. Et personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont des excités? Est-ce que c'est une manipulation du pouvoir? Personne ne peut répondre positivement ou négativement aujourd'hui. Et il y a encore quelque chose de plus énervant dans cette histoire. C'est tout simplement qu'il y a des milliers d'élus qui se font agresser, parfois par des délinquants. Et quand ce sont des maires patriotes, silence radio, censure. Il suffit qu'un maire se fasse agresser de la bonne couleur pour une certaine cause, et là, cela remonte jusqu'à l'Élysée, Macron s'indigne, Elisabeth Borne s'indigne, la France insoumise s'indigne, le PS Najat Belkacem s'indigne, et ils sont prêts à prendre des mesures. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce qu'ils essaient pas de se refaire une virginité sur le dos des patriotes? D'autant, comme je viens de le dire, nous ne savons strictement rien. Et c'est ce que rapporte très bien Gabriel Cluzel au micro de CNews.
C'est quand même assez fou de voir que pour les autres cas, on est d'une prudence incroyable. Et là, on peut foncer dans le tas. Par ailleurs, il y a quand même une vaste tartufferie. Parce qu'au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour ce maire, qui visiblement trouvait sa charge très lourde, il y a quand même une manipulation. Eh ben, très bien, mais vous avez raison. Mais il y a quand même une manipulation politique derrière qui est quand même flagrante. Parce que des maires, moi je vais vous en citer un, il s'appelle William Pelletier, il est maire de Châteauneuf-sur-Cher. Il a été tabassé sur un parking à 72 ans. L'Assemblée s'est levée. J'en ai 5 à vous dire comme ça. Il y en a un qui est dans les Bouches-du-Rhône. Il a failli être écrasé avec une voiture. Il y en a un autre qui a été giflé en novembre 2022. C'était il n'y a pas très longtemps. À chaque fois, c'est les valeurs de la République qu'on attaque. Et ça pourrait durer longtemps, cette liste, voilà. Gabrielle, parce que moi, j'ai noté 1000 maires démissionnaires depuis le début du mandat en 2020. Voilà, et 1800 procédures judiciaires en 2022. Alors, pourquoi que ce maire-là? Moi, je vais vous dire pourquoi que ce maire-là. Parce qu'il y a un centre de migrants. Il n'y a que le sort de ce maire-là qui intéresse la gauche, parce que ça permet de jeter l'opprobre sur Reconquête, sur le Rassemblement national, parce que là, on n'a pas peur de l'amalgame. Là, on peut y aller, on fonce dans le tas, puisqu'on suppose que l'incendiaire est un opposant au centre de migrants. Tous les opposants au centre de migrants, ça s'appelle un syllogisme, sont des incendiaires. Et donc, allons-y gaiement. Ils sont d'extrême droite. C'est toujours la même histoire avec ce gouvernement. Il ne traite jamais des problèmes essentiels. Il s'attarde toujours sur des affaires accessoires, voire fumeuses. Tiens, puisqu'on parle d'affaires fumeuses, est-ce que vous vous souvenez de ce tableau de René Magritte, « Ceci n'est pas une pipe ». Magritte voulait expliquer que ce n'était que de la couleur déposée sur une toile. Il n'en reste pas moins que la chose est dans sa représentation. Il y a donc une suggestion, sinon il n'y aurait pas de pornographie, il n'y aurait pas de publicité, il n'y aurait pas de propagande. L'image est efficace puisque justement elle fait appel à nos sens. Ceci n'est pas une pipe, eh bien c'est exactement ce qu'on nous a dit. Pour ce tableau, il y avait une explication. Le titre déjà est tout un poème, je ne peux même pas le dire parce que c'est une grossièreté, F-U-C-K, abstraction, et on nous avait expliqué que ce tableau c'était pour dénoncer les massacres de Boutcha. Vous voyez un petit peu où ils en étaient. Ils faisaient du buzz sur un vilain tableau d'une artiste qui n'était pas si bien cotée que cela. C'est pour cette raison que je me suis moqué de leur discours en reprenant la fameuse réplique de Pierre Mortez dans Le Père Noël est une ordure, c'est cela, oui. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Oui, on fait le buzz sur un sujet extrêmement sensible. Cela avait d'ailleurs très bien fonctionné puisque Caroline Parmentier, députée RN, avait demandé que ce tableau soit décroché. Et puis, cela n'avait pas été accepté et un membre du Rassemblement national, un ancien membre du Rassemblement national, a jeté de la peinture sur le tableau et l'a dégradé. Et là, ce fut un concert encore de vierges effarouchées. Oui, ces gens qui nous parlent de liberté artistique, qui nous parlent de liberté créatrice, ce sont les mêmes qui empêchent les journalistes de faire leur travail, qui les censurent, qui empêchent également les journalistes de la réinformation de pouvoir traiter de tous les sujets. Et puis, lorsqu'il parle de liberté créatrice, je tiens à rappeler que lorsqu'il y a un artiste patriote, il se fait très largement censurer. Lorsqu'il y a un chanteur, il se fait également censurer. Seuls sont considérés comme des artistes de toute façon dans leur catégorie ceux qui militent pour le progressisme ou pour la cause ukrainienne, vous l'avez bien saisi. Des hypocrites. Et comme d'habitude, ils font de l'écume sur pas grand-chose. Et ils ne respectent pas les libertés des individus. J'en veux pour preuve le tweet de Martial Bild. Cher Emmanuel Macron, pouvez-vous me confirmer que le grand-père de 81 ans qui a jeté de la peinture sur le fameux tableau a fait, malgré une santé précaire, non pas 24 mais 48 heures de garde à vue, et que votre ministre de la Culture a pensé débarquer au commissariat où était retenu le vieil homme pour faire sa pub et sa com de soutien à une œuvre sexualisée avec un enfant? Simple question pour savoir où nous en sommes rendus en France à cause de vous. Merci. Voilà. Donc on ne respecte pas les droits de quelqu'un qui était furieux contre cette œuvre d'art. Mais moi je voudrais revenir. Lorsqu'il nous parle d'art, j'en ai assez, parce que ce n'est pas de l'art
tels que les Français aimeraient en avoir dans les musées d'art moderne. Je voudrais revenir sur cette Muriel Kahn. Muriel Kahn, c'est donc une peintre suisse. Donc on peut voir qu'elle a bien vendu en 2022 alors que c'était le Covid. Ses toiles se vendent plus de 100 000 euros. Et lorsque vous organisez une exposition Muriel Kahn, c'est pour faire monter la cote. Aujourd'hui, l'art, ce sont des actions. Ce qu'il faut, c'est créer du buzz. D'où le tableau, on vous dit ceci n'est pas une pipe, comme disait René Magritte. Non, 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 c'est pour lutter contre la torture des enfants ou Dieu sait quelle baliverne. On fait le buzz, on fait monter la cote, et ceux qui ont organisé généralement ce genre d'événements en liaison avec des grands milliardaires français, eh bien par la suite, ils pourront vendre les œuvres avec une plus-value très 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 large. Souvenons-nous un petit peu aussi d'il y a quelque temps. On nous avait mis cet objet place Vendôme et on nous avait expliqué c'est un sapin de Noël. Je dois confesser ma grande naïveté, je ne connaissais pas la véritable utilisation de ce genre d'objet. Paraît-il que Bruno Le Maire, lui qui a mis les finances dilatées comme jamais, en a une véritable idée. En tous les cas, cet objet ne restera pas dans les annales de l'histoire de l'art. Paul McCarthy, qui a fait ce gros truc en plastique gonflable, a gagné évidemment en notoriété puisqu'il a pu exposer Place Vendôme, sa cote a flambé et certains ont fait des plus-values. Voilà comment fonctionne le marché de l'art et Rima Abdul qui nous explique qu'il faut protéger l'art. Non, elle ne protège pas l'art, elle ne protège pas les Français, elle protège les intérêts de quelques milliardaires qui spéculent sur ce genre de choses. Et Emmanuel Macron est aussi l'ami de ce même milliardaire, vous comprenez son indignation. Le milliardaire va faire un peu moins peut-être de bénéfices. Alors, beaucoup d'écume, vous avez compris, c'est pour cacher l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est peut-être la tête de ce monsieur, vous le connaissez, c'est Éric Woerth. En effet, il ira avec Sarkozy dans le même procès. Financement libyen de la présidentielle 2007, le PNF requiert un procès contre 13 personnes, donc Éric Woerth. Le PNF demande que l'ancien chef de l'État soit jugé pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Alors, première constatation, les gens qui font ce genre de choses ne sont pas libres tout le temps. Souvent, on me dit « oh, ils s'en sortiront ». Non, ils ne s'en sortiront pas, c'est une question de temps. J'ai pu constater que dans ce type de procès, c'est entre 15 et 20 ans que les gens sont jugés. Sarkozy ne pourra pas échapper éternellement à la justice, comme Éric Woerth. Et Éric Woerth, pourquoi je le mets en ligne de mire? Parce que c'est un pilier de la Macronie, c'est celui qui est questeur à l'Assemblée nationale, c'est l'homme qui a défendu bec et ongle la réforme des retraites. Qu'il soit rattrapé par la justice nous explique pourquoi il est du côté d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté, à la France insoumise, ça hurle pour défendre l'art, ça hurle pour défendre le maire de Saint-Brévin. Eh bien, on a appris que le député Carlos Martins Bilango est visé pour une enquête pour fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration auprès de la AHTVP. Ce qui est très ironique, c'est que dans son dernier tweet, Carlos Bilango se plaignait que le gouvernement ne chassait pas suffisamment les fraudeurs. Il a été manifestement écouté. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Carlos Bilango, c'est pas la première fois que l'on parle de lui sur cette chaîne. Souvenons-nous, voyez Mélenchon qui défend Carlos Bilango bec et ongle. Pour quelle raison? Eh bien, Mélenchon comme Carlos Bilango, ce sont les Jeanne d'Arc de la France insoumise, ils entonnent des voix. En effet, lorsque Grégoire de Fournas, député du Rassemblement national, suite à un débat sur l'immigration illégale, avait dit qu'il retourne en Afrique, eh bien, Carlos Bilango l'a pris pour lui-même, alors que le député du Rassemblement national parlait bien des migrants illégaux et non pas du député de la France insoumise. Le gouvernement était venu en soutien de la France insoumise, il s'était bien uni pour punir le député qui n'avait pas prononcé le mot qu'il avait prononcé. Nous marchons sur la tête, toujours à inventer des histoires, faire du bruit avec de l'accessoire et ne jamais traiter les sujets essentiels qui sont le quotidien des Français, comme l'immigration
illégale. Alors vous comprenez bien qu'ils vont hurler avec Saint-Brévin, ils vont hurler avec l'affaire du tableau du palais de Tokyo, pour qu'on ne parle pas de ce genre d'histoire. J'en veux pour preuve d'ailleurs la tête de ce champion du monde, Louis Boyard. Il reprend exactement les mêmes éléments de langage qu'Emmanuel Macron. On a bien compris, la France insoumise, ce sont les supplétifs de ce gouvernement. À chaque fois qu'il est en très grande difficulté, vous avez la France insoumise qui vole à son secours. Et puis, dans l'histoire de faire du bruit avec Saint-Brévin pour couvrir des scandales inouïs, vous avez certainement l'affaire Schiappa. Parce que l'affaire Schiappa, on commence à avoir de plus en plus d'informations. Et nous savons que le fonds qui était destiné normalement à lutter contre le fanatisme religieux, eh bien, a été largement destiné à nourrir des associations qui avaient pour but de persécuter les opposants d'Emmanuel Macron. Vous commencez à connaître les techniques de communication de ce gouvernement. Il détourne le regard sur des affaires accessoires, il les monte en mayonnaise, ils font du vacarme, ils crient, ils hurlent au danger de l'extrême droite pour éviter que les Français regardent les vrais sujets et entendent les journalistes leur dire de vraies informations essentielles. Il y a d'ailleurs des indices qui ne trompent pas. Elisabeth Borne a avoué que Marlène Schiappa n'avait plus sa place dans le gouvernement parce qu'elle avait posé en Playboy. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle a posé en Playboy ou c'est parce qu'elle est au cœur du scandale des fonds, dit Samuel Paty. Et il y a aussi une autre affaire qui est bien plus scandaleuse, que le gouvernement essaie de cacher le plus possible, c'est qu'il n'a plus du tout la confiance de Bruxelles. Emmanuel Macron a été élu avec les réseaux européistes. Les réseaux européistes commencent à s'inquiéter de la politique d'Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve ce titre du Figaro, « Dette, déficit, pourquoi la France risque encore une fois de ne pas tenir ses engagements ?» Et on regarde la phrase du décryptage. Malgré les euphémismes, il y a des attaques très sévères envers ce gouvernement. Des prévisions de croissance optimistes, autrement dit des mensonges. De maîtrise de dépenses jamais atteinte, encore des mensonges. Le scénario envoyé à Bruxelles est critiqué. Remarquez le terme critiqué. Les spécialistes de l'Union européenne sont en train de dire que le scénario proposé par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron est peu crédible. Autrement dit, dans un langage qui ne serait pas diplomatique, vous racontez n'importe quoi. Vous faites de la propagande auprès de vos électeurs, mais n'essayez pas de faire de la propagande auprès des gens qui s'y connaissent en économie. Oui, nous savons que sous le duo Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, nos finances publiques sont dilatées comme jamais, à tel point que certains spécialistes estiment que les finances publiques de la France deviennent un danger pour l'Europe et que la France est dans une situation bien pire que celle de la Grèce dans les années 2010. Vous imaginez où nous en sommes. Cela n'empêche pas Emmanuel Macron de continuer à faire son cirque, nous expliquer que la production industrielle est en train de se redresser, qu'il a réindustrialisé la France. Lorsqu'on regarde les schémas, eh bien non, la production industrielle française a baissé de 2,5%. Oui, c'est essentiellement des écrans de fumée et de la propagande que les paroles présidentielles. Alors, le gouvernement d'Elisabeth Borne ne tient plus qu'à un fil. Et quel est ce fil ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il se nomme Retailleau. Bruno Retailleau, toujours prêt à soutenir tous les mauvais coups du gouvernement. Les LR, ce sont bien encore les alliés de Renaissance. Ce n'est pas le job du Parlement de déposer des textes qui abrogent les lois qui ont été votées. J'appelle mes amis à ne pas voter la proposition de loi Lyotte. Macron vient d'appeler à abroger les lois, décrets de normes qui paralysent ou ruinent le pays. C'est exactement l'inverse de la position de principe de Bruno Retailleau. Si une loi est injuste, inefficace ou toute pourrie, pas question de revenir dessus. Ok, on a un vrai champion, on a surtout un vrai collaborateur d'Emmanuel Macron. Il n'en reste pas moins que pour beaucoup d'observateurs, cette fois-ci, la loi Lyotte risque de passer. Et oui, il y a de très nombreux LR qui ne vont pas suivre la ligne des traîtres Ciotti, Retailleau. Alors,
Ils font énormément de communication, ils remuent énormément d'air, et puis les Français vivent la réalité bien différemment. Pensez par exemple à la mésaventure de ce monsieur. Incroyable, nous dit Gilbert Collard. Michael interpelle sans violence l'individu qui était en train de cambrioler son domicile. Il est condamné pour séquestration à une peine plus lourde que le voleur. Ce n'est pas une réforme de la justice qu'il faut, c'est une révolution. Il prend 2 ans avec sursis, vous entendez bien, 2 ans pour avoir arrêté son voleur, tandis que le voleur, lui, a pris 4 mois avec sursis. Vous êtes dans un pays où tout est inversé, mais lorsqu'on a Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Dupond-Moretti, Darmanin aux commandes, comment s'en étonner? Alors, est-ce que nous avons un espoir dans cette grisaille? Oui, c'est le retour du boss. C'est ce que nous rappelle Idriss. L'interview de Trump sur le média ultra hostile qui est CNN, CNN appartient carrément aux démocrates, a fait un carton plein. Il y a confirmé sa politique fondamentale. Moins de dettes, zéro guerre. En effet, il a expliqué, Donald Trump, que s'il était élu, la guerre en Ukraine cesserait. Eh bien, on souhaite que les Américains se mettent derrière lui. Alors, je ne vous ai pas parlé de son inculpation, puisqu'il a dû payer une amende de 5 millions de dollars, parce que je ne sais pas comment l'expliquer sans me retrouver face à des lois qui m'empêchent de parler de certaines choses. En tous les cas, quand on s'intéresse à l'affaire, c'est un scandale de justice, mais comme on n'en a jamais vu. Ils n'ont rien prouvé. C'est sur des allégations de Donald Trump qui l'ont condamné à 5 millions de dollars au civil. Ce n'est pas au pénal, donc Donald Trump n'en a strictement rien à faire. En France, certains défendent le verdict des jurés. Ce sont des gens qui manifestement n'aiment pas la justice, mais lorsqu'on voit l'affaire dont je vous ai parlé précédemment, on ne s'étonne pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end et au revoir, à lundi.